Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité n'est pas un romancier, mais un homme qui œuvre toute l'année pour propager le plaisir de la lecture. Je crois que les livres, c'est ça, c'est des amis qui vous accompagnent tout le temps et qui ne vous lâchent jamais. Vous n'êtes jamais seul, en fait. Or, je crois que le pire dans le malheur, c'est d'être tout seul. Donc, rendre heureux, peut-être pas, mais vous rendre moins malheureux, oui. Vincent Monadé est depuis 2013 le directeur du Centre national du livre, l'établissement public qui soutient l'ensemble de la chaîne du livre, terriblement fragilisée par la période de confinement. Depuis le 11 mai, les libraires ont rouvert dans toute la France. Mais la bataille ne fait que commencer pour un secteur qui subit déjà de plein fouet la concurrence des séries télé, des jeux vidéo ou encore des réseaux sociaux. Comment préserver les librairies indépendantes et les petites maisons d'édition ? Comment aussi transmettre le virus de la lecture à la nouvelle génération ? Ce sont des chantiers passionnants que Vincent Monadé a accepté d'évoquer avec moi. Bonjour Vincent Monadé, vous allez bien ? Bonjour, très bien, et vous-même ? Écoutez, pas trop mal, dans un monde un peu déconfiné. Vous voyez vraiment la différence, vous ? Je la vois parce que les librairies ont rouvert, et ça, c'est quand même pour nous, c'est le poumon, c'est le cœur même, c'est le cœur battant du métier. Donc oui, je la vois. Je la vois. Après, est-ce qu'il faut parler de déconfinement ou de confinement allégé ? Je n'en sais rien, mais en matière de réouverture des librairies, pour la chaîne du livre, c'était un moment capital. Il y a quelques semaines, au début du confinement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait estimé que les librairies, lui, considérait que c'était des commerces de première nécessité. Finalement, elles sont restées fermées. Est-ce que vous le regrettez ? Je dirais pas que je le regrette, parce que c'est un choix extrêmement prudent et sanitaire qu'ont fait les libraires, pour eux-mêmes et pour les autres. Je dirais que j'aurais apprécié qu'il puisse y avoir tout de même, sur la base du volontariat, évidemment, des boutiques qui puissent exercer une activité, pour qu'on n'ait pas une cessation complète de l'activité, oui. C'est dommage alors ? C'est dommage, non, parce que comme je vous le dis, ça a protégé les équipes des libraires et ça a protégé les gens qui venaient. Et il a fallu du temps aux libraires pour pouvoir proposer des conditions sanitaires bonnes comme elles sont actuellement dans leurs magasins. Mais j'aurais souhaité que notamment le click and collect puisse démarrer plus tôt, qu'il puisse y avoir un maintien d'activité pendant le confinement pour les librairies, parce que économiquement c'était important pour notre marché. Est-ce que finalement c'était pas couru d'avance, sachant que beaucoup de commerces, dont les librairies, se sont organisés un peu au dernier moment. Le click and collect apparaît-il plus développé dans d'autres pays, mais nous, tout s'est passé un peu du jour au lendemain. On sait un peu le nombre de librairies en France qui ont proposé comme ça ce système de click and collect ? Écoutez, si on en croit ce qu'a publié le journal professionnel Livre Hebdo pendant la crise, qui n'est pas une étude exhaustive, mais plutôt des remontées de terrain, il me semble qu'on était autour de 200-250 librairies qui proposaient le click and collect sur le territoire. C'est pas mal, mais il faut le ramener à 2500 libraires. Ce que cette crise nous a montré, c'est que on n'était pas tout à fait au point sur ces nouveaux outils de vente, et qu'il allait falloir qu'on s'y mette. Et ce que j'espère sortir de positif, parce que sortir quelque chose de positif d'une crise pareille, c'est quand même un vœu pieux, c'est justement cette prise de conscience et cet équipement pour tout le monde de dispositifs qui permettent le click and collect. Et donc de consommer la lecture, finalement, c'est pas très différent. C'est juste une évolution qui était un peu nécessaire et qui va être accélérée par cette crise, vous pensez ? Ouais, il y avait déjà des dispositifs de click and collect. Il y avait un dispositif bien connu sur Paris qui s'appelle Paris Librairie, qui est une application qui permettait d'en faire. La librairie la librairie Mola à Bordeaux, avait même une boutique dédiée au click and collect. Il y avait pas mal d'initiatives. Maintenant, on voit bien que en cas d'empêchement d'ouverture, ce dispositif est vital, et donc il faut absolument le développer, quoi.
Quel est je ne sais pas si vous avez parlé avec de nombreux libraires depuis le début de la semaine. Quel est le sentiment principal? Est-ce qu'ils sont soulagés? Est-ce qu'ils sont toujours inquiets? Non, ils sont globalement très soulagés de rouvrir. Après, l'inquiétude n'a pas disparu du jour au lendemain. Je veux dire, ils mettent leur santé, celle de leurs employés sur la table, mais ils sont globalement soulagés de rouvrir parce qu'il fallait reprendre une activité économique, sinon ça allait être très compliqué. Vous savez, la librairie, elle a été, moi j'appelle ça en stase. Oui. La stase, c'est quand un liquide qui circule dans le corps s'arrête, enfin de circuler, n'est ni disparu ni en augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Là, c'était pareil. Les libraires étaient en stase, c'est-à-dire que ils ne perdaient pas d'argent, ils n'en gagnaient pas avec les dispositifs qui avaient été mis en place. Dans le plan général de soutien à l'économie, ils avaient des reports de loyer, les éditeurs avaient fait des reports de factures, mais il fallait reprendre, on ne pouvait pas rester sur ce phénomène-là pendant plus longtemps, et surtout c'est maintenant que le danger arrive. C'est maintenant parce que l'activité économique redémarre, les factures vont redémarrer, les charges vont redémarrer, et c'est là où il va falloir venir les aider. Vous pensez qu'on peut imaginer que la crise et ces 2 mois de fermeture soient fatales à quelques petites librairies de quartier qu'on aime, qu'on connaît? Alors, j'espère pas. Ça dépendra de ce qu'on est capable de mettre en place en plan de relance. Il faut savoir qu'il va y avoir 3 moments très difficiles. Là, à la réouverture, moi, je n'espère pas que jusqu'en septembre, on récupère plus de 40% du chiffre d'affaires. D'accord. Même si les démarrages d'hier ont été très bons et ceux d'avant-hier ont été très bons, je pense que ça va se tasser. Donc, on va être à 40% à peu près du chiffre d'affaires, je pense. J'espère me tromper. Il va y avoir le mois de septembre-octobre parce qu'il va falloir faire les commandes de Noël, etc. Donc, il faudra avoir de la trésorerie, les reins solides pour pouvoir développer. Et puis, il faut qu'on prie pour qu'il n'y ait pas de période de reconfinement. Il faut qu'on prie pour que les courses de Noël se passent bien, que le livre soit une valeur refuge. Et puis, il y aura la période de mars 21, quand il faut payer les dépenses de Noël, que les libraires ont engagées, quand il faut payer les factures auprès des éditeurs, où là, si ça s'est mal passé, oui, il peut y avoir de la chute. Mais oui, je pense qu'il peut y avoir de la chute, et je dirais même que ce qui m'inquiète le plus, ce sont ce que nous on appelle dans notre jargon les librairies de niveau 2, c'est-à-dire des librairies qui jouent un rôle très important dans la diversité éditoriale, dans ce qu'elles proposent, mais qui en matière de chiffre d'affaires ne sont pas parmi les plus grandes. Dans des villes moyennes, dans les régions, des villes qui ne sont pas nécessairement dans une dynamique forte en termes de développement économique et d'emploi, là oui, je suis un peu inquiet. Oui. Sans rentrer dans la polémique, le fait qu'Amazon ne livre plus de livres en ce moment, quelque part, c'est plutôt pas mal, non? J'ai toujours été très clair, moi, dans mon discours sur Amazon. Amazon, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec les règles, notamment en matière fiscale, qui ne joue pas avec nos règles. Vous voyez, c'est ce que je lui reproche, c'est de ne pas, alors que les libraires payent leurs impôts rubis sur l'ongle, de s'exonérer, effectivement légalement, il n'y a rien à dire, mais de s'exonérer d'un certain nombre de règles fiscales et sociales de ce pays. Voilà. Donc, ils peuvent pas vendre de livres, c'est une décision de justice, j'ai pas à la commenter. Oui. En revanche, j'aurais pas du tout souhaité, par exemple, que ça se passe à la Fnac, que je considère être un acteur du livre majeur et important, comme les autres. Alors, Vincent, est-ce qu'on a suffisamment vanté les mérites de la lecture pendant cette période de confinement? Moi, je trouve qu'on a beaucoup entendu les gens dire « Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, je deviens fou chez moi, je sais pas quoi faire, j'ai plus de séries à regarder. » On a l'impression que le livre n'était pas une option quand on écoute un peu le discours médiatique. Écoutez, d'abord, on a eu cette phrase du président de la République, lisez. Je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça depuis François Mitterrand dans la bouche d'un président de la République. Lisez. Et puis, on a eu un nombre d'initiatives absolument incroyables. Je parle même pas, on a fait des vidéos de soutien à des livres et aux librairies qu'on a postées sur Twitter tous les 2 jours. Je veux dire, à titre personnel sur mon compte et avec des amis auteurs comme
comme Cécile Coulon, comme David Funkinos, comme Gilles Le Gardinier, voilà, pour essayer de soutenir ça. On a eu des initiatives autres, comme celle de Frédéric de Gelt, qui a mis en ligne des rencontres d'auteurs en librairie virtuelle, ce qui n'avait pas été fait, ce qui est une très bonne chose, qu'il faudra sans doute qu'on fasse perdurer. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Après, les résultats qu'on a eus d'un sondage publié par le journal professionnel Actualité avec 2T hier ou avant-hier, je crois, donnent une croissance de la lecture. 2 livres et demi par personne pendant le confinement, je crois. Ouais. Après, c'est quand même pas la ruée à laquelle on aurait pu s'attendre il y a encore 20 ans ou 30 ans si ça nous était arrivé. Oui, c'est vrai, on est concurrencé par d'autres loisirs. C'est très vrai. Mais je trouve qu'on s'est bien battu pour une fois. Et ça me fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Je trouve qu'on communique assez mal sur nos métiers, sur notre passion de la lecture. Et là, on s'est bien battu. Il y a eu des initiatives de Flammarion avec la PHP, avec la Fondation Hôpitaux de Paris. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Il y a eu Editis qui a fait écrire des écrivains, là aussi avec des bénéfices donnés aux hôpitaux. Des mots par la fenêtre. Oui. Ouais, on a fait des belles choses. On s'est bien battu, ça s'est vu parce que les gens ont lu, en ont parlé, ont échangé. Après, je vous dis, on est rentré, mais ça, c'est globalement, c'est dans une concurrence des loisirs qui ne nous bénéficie pas. Oui, et qui dure depuis quand même déjà quelques temps. Je pense notamment aux séries, aux jeux vidéo, ou le bout des réseaux. Dans les années 90, on va dire, je pense. Alors, je vous ai lu plusieurs fois dire que finalement l'univers numérique, l'univers digital, c'était pas forcément l'ennemi de la lecture comme on pouvait le croire. C'est toujours ce que vous pensez ? Oui, bien sûr. Non, le numérique n'est pas du tout l'ennemi de la lecture. Les acteurs du numérique peuvent l'être, mais le livre numérique lui-même ne l'est pas. Non, le livre numérique. La lecture, c'est de la lecture. Si vous lisez un livre numérique, libre à vous, tant mieux. Si vous lisez en livre audio, libre à vous et tant mieux, parce que je tiens à ce qu'on dise vous lisez en livre audio, parce que pour moi c'est bien de la lecture, c'est une forme différente de lecture, mais c'est de la lecture. Si vous lisez en livre audio, tant mieux. Donc voilà, je crois que c'est des nouveaux mécanismes qui pourraient nous permettre d'avoir de la croissance externe, c'est-à-dire de récupérer des gens qui ne sont pas lecteurs en papier. Et ce ne sont pas des mécanismes qui nous font perdre nos lecteurs papier. Donc c'est bienvenu aux liseuses, bienvenue aux livres audio. Il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Il y a des gens qui, dans cet environnement-là, ne se comportent pas en respectant les acteurs de la chaîne. Ça, c'est autre chose. C'est différent. Mais on peut imaginer que des jeunes qui sont accros aux jeux vidéo, accros aux séries, deviennent des accros à la lecture, ou ça, c'est un vœu pieux ? Alors, non, c'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qu'on voit notamment sur la littérature de l'imaginaire. On voit bien qu'il y a une porosité, c'est à nous de la créer ailleurs, entre les adeptes de jeux vidéo, les adeptes de séries et la littérature de l'imaginaire. Quand ils s'emparent de lecture, c'est de la fantaisie, de la SF, du steampunk. Voilà, c'est à nous d'être capables de créer les ponts. C'est nous qui ne savons pas créer les ponts, c'est pas eux qui ne veulent pas lire. C'est pas eux qui ne veulent pas lire, c'est nous qui n'avons pas su créer les ponts pour les rendre lecteurs. C'est nous que ça doit questionner. Moi, ce qui m'agace toujours un peu, et ça existe dans mon milieu comme dans tous les milieux, c'est la sempiternelle lamentation de « c'était mieux avant, les jeunes lisaient plus, l'école jouait plus son rôle ». Non, c'est pas vrai, ça a toujours été la même chose, ça s'est toujours passé comme ça. C'est à nous de créer le déclic entre un livre et un gamin. Parce que quand un livre rencontre un enfant, ils font ensemble, non pas le tour du monde, comme disait Mitterrand, de la France et d'une idée, ils font ensemble le tour de leur vie. C'est-à-dire que le gamin va être lecteur toute sa vie. Donc voilà, c'est un chemin de vie, la lecture. Et je pense que c'est à nous d'être capables de trouver les livres qui plaisent à ces jeunes, et puis après, ils viendront d'eux-mêmes à d'autres lectures, et ils diront d'eux-mêmes d'autres choses. Vincent, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment faire lire les hommes de votre vie ». Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi ce titre, qui était un peu... Parce que ce sont les hommes qui décrochent de la lecture, vers 13-14 ans,
et que le public archétypal du grand lecteur, c'est une femme de plus de 45-50 ans, grande lectrice, qui était déjà, quand elle était plus jeune, grande lectrice à l'adolescence, les 3/4 du temps, hein. Et puis que la vie qui est celle des femmes aujourd'hui, c'est-à-dire la double journée, la charge mentale, etc., a poussé à un peu moins lire parce qu'il fallait tout caser, elle avait moins de temps, et qui se relance dans la lecture, mais avec des moyens qui ne sont pas comparables aux moyens qu'elle avait quand elle avait 15-16 ans. Donc, qui peut acheter des livres. Donc ça, c'est le profil archétypal de la grande lectrice. Et les hommes, à contrario, décrochent souvent les moyens lecteurs, pas les grands lecteurs, on les perd pas, les quelques-uns qu'on a. On ne perd jamais un grand lecteur, en fait. Il peut avoir des périodes de vie où il est plus ou moins, mais si ça a été un grand lecteur à une période de sa vie, on il le redeviendra. Ouais. Le moyen lecteur, celui qui lisait 6, 7 livres, qui aimait ça comme une activité de loisir comme les autres, comme le sport, comme d'autres choses, lui, il a tendance à décrocher à l'adolescence. À 13, 14 ans, et bien souvent, on ne le récupère pas. Voilà. Et c'est donc les hommes qui lisent le moins. Dans un épisode précédent, l'écrivain américain James Frey me disait que il parlait souvent avec des amis businessmen à New York et qui se vantaient presque de ne pas lire parce qu'en gros c'est pas très viril de lire. Ça, c'est un truc qu'on constate quand même toujours c'est un truc qu'on constate dans les cours de... alors, je ne pense pas parmi les adultes, parce que nous, on a une survalorisation de la lecture. En France, oui. Donc, à moins chez quelques gros bœufs qui sont des caricatures qui auraient pu être jouées par Jean-Yann dans un film de Claude Chabrol. Sinon, on n'a pas ça. Parce qu'on a une survalorisation de la lecture et de son rôle social. En revanche, à l'école, moi, j'étais très frappé quand mes filles étaient au collège, qui est sans doute le lieu le plus violent de France socialement, c'est probablement le collège, où on a des classements des jeunes par catégorie, les geeks, les populaires, les intellos. Et être un intello, c'est vrai que c'est pas très bien vu. Lire, c'est pas super bien vu. Moi, j'ai connu une petite fille qui était populaire, qui était une amie de mes filles, et qui se cachait pour être avec elle pour lire. Qui venait à la maison pour lire des livres pendant des journées entières, ou chez elle, mais pas au collège, pour ne pas perdre son statut de populaire. Voilà, donc ça c'est un peu c'est assez dramatique. On pourrait presque. C'est un peu désespérant, mais en même temps, moi j'ai le souvenir du collège effectivement comme d'un environnement sans pitié, même s'il n'y avait pas ces classifications-là à l'époque. En effet, ouais. Donc ça leur passe après. Il y a aussi beaucoup cette idée quand même qu'au collège ou au lycée, les lectures obligatoires peuvent avoir l'air un peu ardues. Alors, je ne dirais pas au lycée, parce que je pense qu'il y a un moment quand même où il faut aider une nation à atteindre un socle minimum commun de connaissances. Oui. Et donc, il y a un moment où ça contraint à se confronter à des classiques en littérature. Au collège, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est-à-dire qu'on passe d'une école primaire qui fait tout pour que les enfants non seulement apprennent à lire, mais aiment lire. C'est-à-dire, il y a des petites bibliothèques dans les écoles. Parfois, il y a même des petites bibliothèques par classe. On y a des albums illustrés, on y a des romans jeunesse. On est encouragé à en prendre, à en lire. Et on arrive au collège, en 6e, Gilgamesh et les Didascalies. Je pense que l'un comme l'autre sont complètement inadaptés à des enfants de 6e. Je pense qu'on ne peut pas demander à des enfants de 6e d'aimer Gilgamesh. C'est comme l'école, on demande l'Eda et le Kalevala, ce sont les grands mythes fondateurs des nations. On sait très bien comment ces grands mythes sont difficilement accessibles. Et puis, alors, les Didascalies, moi, quand j'étais... Non, j'aime pas remonter en arrière sur moi, ça fait vieux bonhomme un peu croulant, mais moi, j'ai abordé ça en Hippocagne, les Didascalies. À mon époque, c'était au programme de l'Hippocagne. Je ne sais pas à quel point les enfants sont devenus brillants pour que ça se retrouve à leur programme en 6e. Donc, non, je crois que là, il y a des erreurs. Oui, effectivement, il y a des erreurs. On perd la lecture plaisir au moment où on rentre en 6e. Alors, mais ça, c'est de la lecture plaisir. Mais ça, les enseignants le savent quand même. J'ai déjà parlé avec certains, ils en ont conscience. C'est jamais la question des enseignants, c'est la question des programmes. Le ministre lui-même le sait, puisqu'il a fait ce livre offert, là, Les Fables de La Fontaine illustré, très, très magnifiquement illustré. Il a promu le quart d'heure de lecture silencieuse en classe. Voilà, lui-même le sait. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un moment dans la technostructure où ça dérape.
et où on se retrouve avec une fin de la lecture plaisir en 6e, ce qui est dommage parce qu'en fait, on fait des littéraires par la lecture plaisir, pas par la lecture obligatoire. C'est pas Madame Bovary qui vous rend littéraire. Hein. Ouais. Pour ceux de ma génération, c'est Zévaco, c'est le Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, c'est Dumas, c'est Sabatini, Madame Bovary et la passion de lire Madame Bovary, ça vient après. Ben, c'est la littérature qui vous emporte et vous font vivre 1000 vies, quoi. Moi, j'ai un enfant, une petite fille de 7 ans, donc je ne me rends pas compte de comment ça se passe en ce moment au collège, mais si un professeur au collège recommandait à ses élèves de lire Harry Potter ou Guillaume Musso ou un polar, il se ferait taper sur les doigts par sa hiérarchie. Non, je ne sais pas du tout. Ils le font. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de professeurs qui se battent pour que leurs enfants lisent, échangent avec eux sur des livres, etc. Là, je parle du cadre du programme. Oui. Le cadre du programme obligatoire ne passe pas par Harry Potter. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ça vous semblerait pas complètement... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne me semblerait pas parfaitement... Mais même sans aller jusqu'à Potter, parce qu'on va me reprocher, on va me dire c'est de la littérature traduite, il y a des écrivains français. Oui, bien sûr. Mais il y a des écrivains français. Mais il y a même des écrivains français contemporains. Faites-leur lire Timothée de Fombelle, faites-leur lire Manon Fargeton. Vous voulez pas faire de contemporain, il n'y a pas de problème. Faites-leur lire Alexandre Dumas, faites-leur lire Michel Zévaco. Voilà, il y a des choses qui sont bien plus excitantes quand on a 11 ans que les Didascalies et Gilgamesh. C'est ça. On est d'accord. Vincent, ce podcast s'intitule Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est l'exercice imposé à tous mes invités. J'ai envie de savoir si vous êtes d'accord. Est-ce que, pour vous, Vincent Monadé, les gens qui lisent sont plus heureux? Vous savez, il y a cette phrase célèbre, hein, celui qui, je ne sais plus qui l'a dit, et c'est pas tout à fait les mots exacts, mais celui qui ne lit pas ne vit qu'une seule vie. Celui qui lit en vit 1000. Voilà, donc moi, c'est ce que je crois aussi beaucoup. Plus heureux, je dirais pas ça. Je pense pas que... C'est comme le livre qui a changé votre vie, c'est toujours pareil. Je dis toujours, il n'y a aucun livre qui change votre vie. En fait, faut raison garder quand même. Ça n'existe pas, un livre qui change votre vie. Un enfant change votre vie, une femme peut changer votre vie, un homme peut changer votre vie, mais pas un livre. Et en revanche, je pense qu'ils sont plus riches, oui. Oui, je pense qu'ils ont la chance d'être plus riches. Et je pense surtout que même malheureux, et ça, j'y crois profondément, ils ont la chance d'avoir des dizaines d'amis proches auxquels ils peuvent se référer et qui en plus ont le bon goût d'être silencieux. Voilà, donc je crois que les livres c'est ça, c'est des amis qui vous accompagnent tout le temps et qui ne vous lâchent jamais. Vous n'êtes jamais seul en fait. Or, je crois que le pire dans le malheur c'est d'être tout seul, donc rendre heureux peut-être pas, mais vous rendre moins malheureux, oui. Donc une bibliothèque, c'était quand même c'était l'ami idéal pendant le confinement en fait, non? Ah oui, la bibliothèque bien garnie de livres. Mais vous savez, moi, pendant le confinement, par exemple, j'ai beaucoup plus relu que lu. Oui. Je suis allé chercher des livres, comme on dit, des livres doudous. Voilà. Des livres qui sont des phares pour moi, des pierres pour moi, et où je sais que je vais prendre un énorme plaisir à les relire. Alors, vous avez relu quoi, par exemple, Vincent? J'ai relu Emma Bovary, comme à son habitude. J'ai relu Le ravissement de Lolvestein, de Duras. Oui. J'ai relu Astérix en Corse, qui est un pilier absolu. Bah oui. On parlait d'Harry Potter, j'ai relu La Coupe de Feu, qui pour moi est le sommet sur les 7. Voilà, j'ai relu des textes comme ça. J'ai relu Dumas, oui. Brajlon. En plus, je le connais tellement bien que j'ai pu avancer parce que Brajlon, c'est quand même assez vite. Donc, j'avoue, je reconnais que j'ai parfois sauté des pages. J'ai relu Armanchette, Petit bleu de la côte ouest. J'ai relu le bouquin de Kent Anderson, pardon, qui s'appelle Chien de la nuit, qui est un livre extraordinaire. D'ailleurs, tout Kent Anderson est magnifique. C'est un écrivain de polar méconnu dans ce pays, mais qui est un des très grands écrivains de romans noirs de sa génération. Oui. C'est vraiment très sombre, par contre. Voilà, j'ai lu des BD beaucoup. J'ai relu The End de Zepp, que je trouvais très approprié, puisque c'est la fin de l'humanité. J'ai découvert un livre magnifique. Alors là, c'est une lecture par hasard.
3 jours avec Paul Cézanne de Mika Biermann, qui est un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là il a fait très très fort. Le pitch est très court. Hein. C'est 3 jours avec Paul Cézanne qui marche, qui peint et qui suçote son pinceau et qui se lave les mains. Voilà, avec de la barbe, et de la boue en broussailles, etc. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est rempli d'images, de couleurs, de senteurs, voilà. J'ai lu quoi aussi? J'ai lu La Maison indigène de Claro, Oui, c'est bien. À ma grande honte. Ah oui, c'est très bien, oui, La Maison indigène. Donc bon, vous savez, c'est l'histoire je crois que c'est son grand-père qui a construit cette maison, qui est une maison archétypale coloniale. Donc c'est l'histoire de cette maison, de cette famille, mais c'est aussi lié à la fois à l'histoire de l'architecture et à l'histoire du colonialisme. Donc c'est un bouquin, je sais, c'est pas vraiment un roman, c'est un récit. C'est très très bien, vraiment. Voilà, et puis j'ai lu. Attendez, oui. Là, on est presque à un livre par jour, là, non? Non? Ah non, oui, non, un livre par jour, ça dépend de la taille du livre, mais oui, j'ai beaucoup lu, oui, un livre par jour, oui, je suis pas étonné, j'avais du temps. J'organisais mon temps différemment, donc oui, je suis pas surpris. Puis je dormais beaucoup moins que d'habitude. Ouais. Je pense que beaucoup de gens ont eu des problèmes de sommeil comme moi. Donc oui, je suis pas surpris, mais enfin, vous savez, il y a eu 55 jours, je vous ai pas cité 55. Oui, c'est vrai. On était presque un jour sur deux. Hein. Mais alors, vous citiez le livre de Claro. Il me semble qu'il était sorti peu de temps avant je crois 15 jours avant. 15 jours avant, c'est le cas c'est le cas. Bah oui, il y a beaucoup de romans. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas que les rentrées littéraires. Hein. Il y a des romans qui sortent toute l'année, mais beaucoup de livres étaient sortis effectivement début mars. Ouais. Pour eux, c'est une seconde vie qui commence maintenant, ou est-ce que quelque part, il faut l'espérer, parce qu'il ne va pas y avoir de sortie avant le 26 mai, ça on le sait, donc les libraires n'ont pas intérêt à retourner ces livres, à renvoyer ces livres. Ils ont intérêt à les défendre. Oui. À les défendre. Il faut espérer que ce livre-là, le livre de Masha Merrill chez Liana Levy, Vania Vassia et la fille de Vania, je crois, qui démarrait fort, va reprendre sur un trend positif, que le livre de Claro va pouvoir être défendu, que le livre d'Ali Al-Mukri, pareil, chez Liana Levy, qui venait de sortir, va avoir sa chance, parce que c'est un écrivain yéménite important, exilé dans notre pays en plus, voilà, parce que tous ces livres qui venaient de paraître vont pouvoir être défendus. Le livre de Leila Slimani n'avait pas fini sa carrière, il faut espérer que le livre va redémarrer. Voilà, il y avait des choses importantes là qui étaient sur les tables des libraires, il faut y aller, il faut s'en emparer, il faut les lire. Voilà, et je vous dis, la Maison indigène, c'est un très bon livre, donc voilà, ça c'est, pour le coup, là on est devant un objet littéraire. Et c'est vrai que... Comme toujours avec Claro d'ailleurs. C'est vrai que Claro, qui est aussi un grand traducteur de littérature anglo-saxonne, ce sont des livres qui ont besoin d'être défendus, et dans le même temps, vous l'avez dit, les nouveautés, beaucoup de futurs best-sellers vont sortir fin mai, début juin, mais il y a aussi beaucoup de livres dont la sortie a été reportée de plusieurs mois, voire certains même à début 2021. Ça vous semble logique? C'est un peu dommage? Non, ça me semble à la fois tout à fait logique et pas forcément dommage. Vous savez, les éditeurs ont dû très très rapidement réadapter leur programme. Maintenant, ils ont fait des choix. Et les choix qu'ils font, si vous voulez, un livre qui sort en mars, pour certains d'entre eux, vous pouvez le reporter en septembre. Ouais. Pour d'autres, si vous le reportez en septembre, vous le tuez. Vous le tuez parce qu'il a une singularité qui fait que dans la rentrée littéraire, il n'existera pas. Il ne pourra pas exister. Dans cette rentrée littéraire fabriquée comme elle est en France, tout le temps autour du roman, des prix littéraires, etc., il ne pourra pas exister. Donc il vaut mieux que ce livre soit reporté d'1 an plutôt qu'il soit sacrifié au mois de septembre. C'est ça, ouais. De la même façon, vous avez ce qu'on appelle des livres chauds et des livres froids. Il y a des livres qui sont importants pour l'éditeur, qui peuvent faire des ventes, que ce soit des gros romans, etc. Bon, il a tout intérêt à les représenter le plus vite. Il y a des livres qui étaient
promis à une rotation plus lente parce qu'ils n'avaient pas d'actualité littéraire, parce que c'était des livres de réflexion ou des essais littéraires. Voilà, ces livres-là peuvent être décalés dans le temps parce que leur carrière se fera de la même façon qu'ils soient publiés en 20 ou en 21. Et puis, en revanche, vous avez des livres, alors là, c'est le pire cas possible, qui sont directement liés à l'actualité, pour X ou X raisons, et cela tombe. Oui. Cela, vous n'allez pas les produire un an après. Vous voyez ? En revanche, on risque d'avoir beaucoup de livres sur le Covid-19, vous croyez pas ? Non, ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Comment j'ai vécu la Covid, comment j'ai combattu la Covid. L'amour au temps du Covid, oui. Quand j'étais confiné, journal d'amour au temps du Covid. Non, ça va être très compliqué à gérer. Il suffira de faire le tri dedans entre les très bons livres. On pourra en avoir quelques-uns intéressants. Vincent, oui, sur le choléra, il y a eu des bons bouquins. Le hussard sur le toit, mais je pense qu'il y en a eu aussi des très mauvais. Voilà. Histoire à trier. On attend la peste version... version Covid. Vincent, chaque été, le Centre national du livre organise Partir en livre depuis plusieurs années déjà. C'est une opération qui vise à encourager la lecture sous plein de formes différentes, notamment auprès des plus jeunes. Quelle forme, je sais que vous allez annoncer des choses dans quelques temps, mais quelle forme ça pourrait prendre cette année et quelle forme ça ne pourra pas prendre ? On ne pourra pas tenir l'événementiel. Oui. Malheureusement. Donc, on va malgré tout soutenir les événements qu'on soutient financièrement. Les 70 événements qu'on soutient financièrement vont quand même être soutenus financièrement parce qu'il est normal qu'on maintienne nos subventions à des gens qui ont engagé des frais, qui ont déjà commandé des auteurs. Comme ça, les auteurs qui étaient déjà prévus pourront être rémunérés, ce qui est important. Les personnes les structures qui reçoivent ces dotations pourront elles-mêmes faire des choix d'opérations différentes, sous formats différents, mais nous, on ne tiendra plus d'événementiel. En revanche, on va faire une grosse opération virtuelle. Oui. On va mettre en place notamment 100 000 € de chèque lire pour que les gens puissent aller en librairie. Ça nous paraissait important de soutenir les librairies à travers cette fête. Et puis, on va mettre en place des rencontres virtuelles, des quiz, des opérations jeux cadeaux, des opérations ludiques autour du livre pendant la période où devait se tenir Partir en livre. Il faut soutenir la lecture encore plus cet été, sans doute que jamais. C'est un défi auquel vous n'aviez jamais été confronté, j'imagine, avec cette ampleur. Non, là on est sur des... Je vous dis, je pense qu'il va nous manquer 30% de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Oui. Et sans soutien fort, on va perdre beaucoup de monde. Le livre, pour vous, ça reste le bien culturel le plus beau, le plus riche, le plus fertile. Oui, pour moi, oui, bien sûr. Pour moi, oui. Je considère que... Mais c'est moi. Je veux dire, si vous interrogiez un réalisateur de cinéma, il vous dirait que c'est le cinéma, et un musicien vous dirait que c'est la musique. Moi, je considère que le roman, la poésie vous emmène dans des sphères que vous ne pouvez pas atteindre autrement. Voilà, vous dépayse, vous font voyager. La poésie, c'est de la musique, c'est de la musique pure. Hein. Donc, oui, pour moi, le livre, oui. Et là, je suis inquiet, je vous disais, parce que, c'est une chaîne, vous savez, si nos libraires défaillent, nos éditeurs défaillent, et les auteurs et les autrices qui déjà sont en difficulté... vont se retrouver dans des difficultés encore pires parce qu'ils n'auront plus de droits d'auteur, parce qu'il n'y aura plus de financement de rencontres. Donc oui, je suis inquiet pour mon environnement professionnel. Mais le livre a résisté à tout. Il a résisté à toutes les mutations technologiques et sociales. Il a résisté à la concurrence. Il résiste toujours à la concurrence des autres formes de culture et de divertissement. Pourquoi est-ce qu'il ne résisterait pas au Covid ? Ah, mais le livre va résister. C'est pas le livre qui m'inquiète, c'est les acteurs du livre. Oui. C'est les libraires qu'on pourrait être amenés à perdre, c'est les maisons d'édition qui fermeraient, c'est les auteurs et les autrices qui seraient contraints de ne plus pouvoir faire ça de façon professionnelle et donc se réorienter vers d'autres professions. C'est ça qui m'inquiète.
Avec ce risque peut-être comme pour le cinéma où les films et les distributeurs de films indépendants sont sans doute plus fragiles que les distributeurs de blockbusters, on peut imaginer que dans l'édition, la diversité littéraire soit menacée par la situation économique. C'est ça le risque aussi. Alors, ça, vous savez, nous, on a toujours été ce qu'on appelle un oligopole à franges. Donc, oh là là, c'est une expression complexe pour moi. Voilà, c'est-à-dire un marché détenu à 90%, 95% par une dizaine de personnes, de groupes en tous les cas, et 10% détenus par des tonnes et des tonnes, enfin des tas de petits éditeurs, de petites maisons. Et curieusement, je crois que c'est notre chance parce que je pense que ces maisons d'édition, même s'il y en a certaines qui ferment, et c'est ce qu'on essaie d'éviter, il y en aura d'autres qui rouvriront dans 1 an, dans 2 ans. Des gens qui auront envie d'éditer de la littérature complexe, il y en aura toujours. Oui. Et qui se lanceront. En revanche, ce à quoi on risque d'assister si on n'a pas d'aide importante pour pouvoir les aider, c'est la chute de maisons moyennes qui sont très importantes, Liana Levy, Sabine Vespizer, voire de plus petites maisons extrêmement importantes aussi, comme en matière de qualité de leur production, comme Finitude, comme Anacarsis, comme Monsieur Toussaint l'Ouverture, voilà, le Tripode, le danger, il est là en fait, et on risque d'avoir pour ces maisons des fragilités, et donc une grosse concentration, c'est-à-dire une période de reconcentration. Elle était déjà engagée, hein, vous voyez que les groupes voulaient acheter des maisons. Oui. Donc là, s'il y a plus de défaillances, il y aura plus d'achats, donc une très grosse concentration, au détriment, effectivement, comme vous le disiez au début, d'une certaine diversité éditoriale. Et puis il y a des maisons très importantes symboliquement, je pense pas que économiquement, les éditions Verdier par exemple, ce qu'elles disent aujourd'hui, du monde dans lequel on est aujourd'hui, elles sont peut-être les seules à le dire de cette façon-là. Donc ces maisons-là, il faut les aider, il ne faut pas qu'elles soient, si elles sont rachetées par des groupes, bien sûr la marque continue, etc. Mais on sait très bien que ce ne sera pas la même chose. Il faut pouvoir soutenir ces maisons-là, c'est capital. Très bien. Merci beaucoup Vincent d'avoir partagé avec moi un petit moment autour de la situation du livre, des enjeux qui se présentent aujourd'hui pour le secteur de l'édition, et puis d'avoir partagé surtout votre passion de la lecture avec plein d'idées de lecture que vous nous avez données au cours de la conversation. C'était très sympa. Je vous dis merci, puis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir Vincent, merci. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.